Dans ce module, nous allons apprendre les différentes fonctions de chaîne, encore appelées string function en anglais, dans le langage SQL. Les fonctions de chaîne sont des fonctions qui permettent de travailler avec les chaînes de caractères et toutes les fonctions de chaîne intégrées, sauf la fonction format, sont des fonctions qui sont déterministes. Cela signifie que ces fonctions renvoient la même valeur chaque fois qu'elles sont appelées par un ensemble spécifique de valeurs d'entrée. Lorsque les arguments qui correspondent à des valeurs de chaîne sont passés à des fonctions de chaîne, le type d'entrée est converti explicitement en type d'entrée texte. La première fonction que nous allons voir ici, c'est la fonction ASCII. La fonction ASCII qui reçoit un paramètre. Ce paramètre est généralement une expression de caractère. ASCII, en fait, veut dire ici American Standard Code for Information Interchange. Ça, c'est l'une des bases, en fait, en informatique. Pour tous ceux qui ont déjà travaillé en informatique, vous devez comprendre, vous comprenez déjà que ASCII, c'est quelque chose qui est très important pour le calcul dans les processeurs. En fait, c'est le code qui est utilisé généralement pour la codification des caractères dans les processeurs. Ainsi, pour déterminer le code ASCII d'un caractère, nous devons appeler tout simplement la fonction ASCII avec le caractère que nous voulons déterminer. Donc, si nous exécutons cette requête-ci, comme ceci, nous pouvons voir ici que le code ASCII de T majuscule ici, c'est 84. Nous pouvons voir ici un tableau ASCII qui existe. Donc, si nous allons ici, nous pouvons voir ici que nous avons T majuscule ici. Son code ASCII, c'est 84. On peut aussi voir que nous avons ici H. Donc, si on cherche le H minuscule ici, son code ASCII, c'est 104. Nous pouvons bien voir que c'est le résultat que nous avons ici. Le C minuscule, nous avons également le C minuscule, son code ASCII, c'est 99. Nous pouvons voir ça aussi ici. Donc, A, c'est 97. Le petit A que voici, c'est 97. Ensuite, nous avons P qui est 112. P ici, 112, nous voyons ça là. Et S qui est 115, nous pouvons voir ici S également qui est 115. Si on voit ici, nous allons dire que ça, c'est l'opération de conversion. Donc, l'opération va dans le sens de la conversion du caractère vers sa valeur ASCII. Donc, nous avons ensuite la deuxième fonction ici qui s'appelle la fonction char. Cette fonction char ici fait l'opération inverse de la fonction ASCII. Ça veut dire que elle, la fonction char reçoit un code ASCII et doit nous retourner le caractère correspondant alphanumérique. Donc, si nous exécutons ceci comme ceci, nous pouvons revoir notre tableau ASCII ici. Nous voyons que cette fois, nous allons de la valeur 84 pour retrouver son code alpha ici. Donc, nous pouvons voir que 99 ici correspond à la lettre C. Si on fait ceci, on va vers là. Et 104 ici va correspondre à H. 112 ici correspond à P. 115 ici correspond à S. Donc, nous pouvons voir tout ça ici dans notre tableau. Donc, notre tableau ici nous montre en fait que pour écrire chaps, en inverse, ça fait 84, 99, 104, 97, 112, 105, comme nous avons ici. Donc, 84, 99, 104, 97, 112, 115 nous écrit chaps ici, comme nous avons ici. Opération inverse. Donc, en ASCII, nous allons de T vers son code 84 et la fonction char qui fait l'opération inverse va du code 84 vers la valeur caractère T. Donc, ces deux fonctions sont opposées l'une à l'autre. Ensuite, l'une des fonctions également les plus utilisées, c'est la fonction lower et upper. Lower ici convertit la chaîne de caractères complètement en minuscules, tandis que upper convertit toutes les chaînes de caractères en majuscules. Donc, si on exécute ceci comme ça, nous voyons ici que nous avons ici le first name et le last name. Nous voyons que ici, le premier caractère était en majuscule, mais le lower convertit toute la chaîne en minuscule, tandis que le upper ici convertit toute la chaîne en majuscule. Cette fonction est beaucoup utilisée, par exemple, lorsque nous voulons savoir les utilisateurs, détecter par exemple l'utilisateur dans une base de données, nous allons généralement faire une requête sur le nom de l'utilisateur ou sur l'email pour savoir si un utilisateur existe dans la base de données. Dans ce cas, nous allons par exemple faire ici email. Nous allons choisir upper ou lower tout simplement.
comme ceci. Quand nous faisons notre requête, nous allons dire par exemple, on va prendre ceci, les deux cas. Et là, nous allons ajouter une condition, par exemple, where. Donc, au lieu de dire email, par exemple, nous pouvons dire email égal. Nous connaissons, par exemple, si nous regardons la liste des utilisateurs que nous avons dans cette table, nous allons faire ceci. Donc, si on exécute ceci pour voir le résultat que nous avons, nous allons choisir cet email, par exemple, qui est un email existant dans la base de données. C'est vérifié. Donc là, nous allons mettre notre condition tout simplement ici, comme ceci. Et nous pouvons exécuter cette requête maintenant. Là, nous voyons que nous avons l'email qui apparaît. Donc maintenant, nous avons quelque chose ici. Si nous faisons comme ceci en majuscule, ceci doit fonctionner dépendamment de comment nous avons configuré notre base de données. Mais si nous avons choisi une collation pour notre email, par exemple, qui est sensible à la caisse, dans ce cas, cette requête peut ne pas nous trouver un résultat. Donc, ça dépend maintenant. Donc, ceci est extrêmement important quand nous voulons travailler avec les bases de données. Généralement, nous pouvons configurer notre table ou notre base de données à ce qu'elle soit case sensitive. Ça veut dire que c'est sensible à la case. En fait, ça veut dire que les majuscules vont être considérées comme des majuscules et les minuscules comme des minuscules. Donc, dans ce cas, si la table est case sensitive, cette fois-ci, nous verrons que nous ne pouvons pas obtenir l'utilisateur. Pourtant, nous avons bien évidemment l'utilisateur avec le domaine mail.com. Donc, si un utilisateur a créé son email de cette façon, en mettant ici la majuscule, et que parfois il vient chercher en mettant minuscule, nous n'allons jamais trouver l'utilisateur dépendamment de comment nous avons configuré notre collation dans la base de données. Donc, pour éviter ce genre d'erreur, nous allons souvent ici utiliser Youper ici, par exemple comme ceci. Donc là, si on exécute ça, donc là, nous allons dire, donc là, nous allons toujours comparer chaque fois avec la majuscule parce que nous mettons ici Youper. Là, nous sommes sûrs que quelle qu'en soit la façon dont l'utilisateur a écrit dans la base de données, nous sommes censés obtenir le même résultat. Donc, ça, c'est l'une des meilleures façons de pouvoir valider que quelle qu'en soit la façon que l'utilisateur a écrit dans la base de données, nous aurons le même résultat. Donc, mais si on enlève ici, on voit bien que ici, la façon dont nous écrivons ici doit déterminer ce qui est là. Donc, chaque fois que nous mettons déjà collation, si nous avons une collation qui est case sensitive pour notre base de données, automatiquement, nous devons toujours nous rassurer que nous utilisons par exemple Youper si nous voulons sélectionner un utilisateur avec son email de la base de données. Voilà. Donc, nous allons passer à la prochaine fonction. La prochaine fonction SQL que nous allons utiliser ici, c'est la fonction concat. La fonction concat permet de faire la concaténation de plusieurs chaînes de caractères en une seule. Généralement, quand nous voulons obtenir les utilisateurs dans une base de données, nous voulons parfois savoir le nom, le prénom et parfois l'afficher avec nom et prénom une seule fois dans une seule colonne. Nous pouvons faire ceci avec la fonction concat ici. La fonction concat ici, comme nous voyons, peut obtenir plusieurs arguments et ça va les concaténer tout simplement avec les arguments que nous avons donnés. Donc, dans ce cas, nous avons un argument first name, nous avons un argument ici qui est un espace et le troisième argument ici, c'est le last name. Dans ce cas, nous pouvons voir qu'effectivement, le full name ici, c'est la combinaison du first name, d'un espace et du last name. C'est ce que nous voyons effectivement ici. Donc, ça, c'est la fonction concatenate qui est beaucoup utilisée également dans les requêtes SQL pour la combinaison des chaînes de caractères. Ceci aussi est parfois utilisé même dans l'obtention des adresses. La prochaine fonction que nous allons apprendre ici, c'est la fonction concat.ws ici. C'est également une des fonctions beaucoup utilisées pour la concaténation des caractères. La différence entre concat.ws et concat tout simplement, c'est que ici, nous avons juste les arguments, tandis qu'avec concat.ws, nous avons d'abord un séparateur que nous mettons au début et ensuite, nous alignons tous les arguments que nous voulons. Et la fonction doit tout simplement, après chaque argument, ajouter le séparateur automatiquement sans que nous ayons besoin de le faire comme nous avons fait ici. Donc, dans ce cas, si nous exécutons cette méthode, nous voyons que nous obtenons exactement le même résultat que ce que nous avions ici. Mais la différence maintenant, c'est que nous indiquons d'abord le séparateur tout simplement au début
Et ensuite, nous mettons la liste des paramètres ici. Voilà. Donc, si on fait ça, nous voyons que c'est le même résultat que nous avons. Voilà. Concat ici peut être utilisé avec plusieurs paramètres, comme nous avons déjà dit. Nous avions ici utilisé uniquement les deux paramètres que nous avons, le first name et le last name. Dans ce cas, nous allons voir comment concaténer avec plusieurs autres paramètres, y compris des paramètres contenant des nuls. Donc, par défaut, si nous exécutons ceci, nous allons voir que la fonction ici ignore les nuls. Donc, si on clique ici comme ceci, la fonction a utilisé le premier argument, le deuxième argument. Nous avons deux nuls ici. Ces deux arguments ont été sautés. Et ensuite, nous avons WA qui est le prochain et ceci qui est le troisième, le dernier argument ici. Donc, on voit bien que concat ici va ignorer tous les arguments qui sont nuls par défaut, à moins que nous puissions les changer. Nous pouvons citer ici cette variable-ci dans SQL Server pour lui dire que nous voulons quand même que ceci soit on ou off, dépendamment de ceci. Si nous setons ce paramètre, nous allons voir que le résultat va changer. Il va utiliser les nuls ici. Nous allons en fait ici voir maintenant pour la suite comment utiliser concat avec notre base de données également. Nous avons la base de données adresse qui contient la liste des adresses que nous avons pour les utilisateurs et nous voulons afficher de façon en série le nom de la rue, la ville, le code postal et le pays. C'est de cette façon généralement que nous affichons les adresses dans les sites ou dans des applications. Donc, si nous exécutons comme ceci, nous voyons ici que nous avons l'adresse qui est composée de la rue, la ville, code postal et du pays. Donc ici, maintenant, si nous regardons à droite, ici, la dernière colonne nous montre que nous avons effectivement la rue qui est indiquée. Ensuite, nous avons la virgule. Nous avons ici, ensuite, New York qui est la ville. Ensuite, nous avons le code postal et le pays. Donc, nous voyons que toutes les adresses sont effectivement bien formatées ici et nous pourrons utiliser ça comme une seule colonne dans nos requêtes ou bien dans nos applications. Nous allons ensuite voir maintenant la fonction string-arg qui est une fonction ici qui permet de concaténer les expressions en les séparant également avec un séparateur. Donc, la syntaxe ici, c'est string-arg. Nous mettons ici une expression et nous mettons le séparateur. Donc, ceci fonctionne également un peu comme WS, juste que ici, le séparateur, lui, nous le mettons un peu à la fin. Donc, si nous exécutons ceci, nous pouvons voir ici que le paramètre chaîne char 13 ici, c'est le paramètre qui permet d'aller à la ligne. Mais en exécutant comme ceci, nous n'allons pas voir le résultat. Pour voir le résultat, nous devons changer une configuration ici en haut qui veut dire Result to Text. Si on exécute ça, on voit qu'effectivement, le résultat ici est déplacé. Ça veut dire qu'après chaque nom, nous allons à la ligne, ainsi de suite. Voilà, ça c'est pour string arg. Nous allons également essayer de changer le paramètre qu'il y a ici pour voir ce que ça donne. Donc, si cette fois-ci, nous changeons le paramètre et nous mettons plutôt la virgule, nous allons avoir ici quelque chose comme un CSV. Donc, si nous réexécutons cette requête maintenant ici, nous voyons effectivement que nous avons une chaîne de caractères. Donc, ceci, en fait, la différence entre ça et le string concat, c'est que celle-ci va concaténer chaque ligne individuellement, alors que le string arg va obtenir toutes les valeurs d'une seule colonne et va les concaténer. Alors que concat WS ici travaille avec une seule ligne à la fois. Donc, ceci permet de faire une agrégation. C'est pourquoi nous mettons ici string arg. Donc, c'est une agrégation. Cette fonction sélectionne toutes les lignes de la colonne first name et ensuite fait l'agrégation ici, comme nous avons vu. Donc, ceci fait l'agrégation. Nous pouvons également utiliser ça ici pour faire l'agrégation de plusieurs lignes comme ceci. Nous voyons là que dans notre table user, nous pouvons faire l'agrégation de chaque ligne comme nous voulons ici. Donc, nous sélectionnons ici en agrégation et nous séparons ici le caractère par le caractère d'aller à la ligne. Donc, ici, nous allons faire une agrégation de tous les first name, last name et la date de création pour chaque ligne et nous allons les séparer tout simplement avec le caractère aller à la ligne. Et nous voyons que nous avons ça ici qui s'affiche très bien comme une liste d'éléments en une seule requête. La prochaine fonction que nous allons voir ici, c'est la fonction string, et str ici. Cette fonction ici permet de convertir un nombre. Ici, ça reçoit un nombre, float expression, ça veut dire un nombre décimal. Et ceci va convertir ce nombre décimal
en une longueur spécifique et le nombre de décimales que nous allons définir. Donc, ceci va devenir en fait une chaîne de caractères. Donc, si nous exécutons cette fonction, cette requête ici maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons bien évidemment que le nombre 123.45 doit être converti en utilisant 6 caractères et une seule décimale. Nous voyons bien évidemment que en prenant 6 caractères, une décimale veut dire que nous allons nous arrêter à un chiffre. Or, ici, nous avons 2 décimales. Donc, ça va couper ici. Et en coupant ici, ça va convertir. Puisque le dernier chiffre ici, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 5. Donc, ça va augmenter ceci pour la convertir à 5, tout simplement, au prochain nombre supérieur. Et c'est ça que nous avons ici, 123.5. Donc, puisque la longueur totale est inférieure au nombre que nous avons ici, automatiquement, la fonction va les remplacer par étoile, étoile. Ici, c'est en fait un signe d'erreur pour nous dire que nous ne pouvons pas représenter ces nombres-ci avec uniquement 2 caractères. Donc, nous pouvons ici faire ceci. Si nous exécutons comme ceci, cette fois, nous disons, nous voulons 6 caractères avec 2 décimales. Nous voyons que là, nous ne perdons aucun caractère cette fois-ci dans notre nombre. Mais si nous essayons de faire plusieurs combinaisons comme ceci, nous allons dire par exemple ici, nous prenons 5, 2, nous prenons 4, 2, nous prenons 3, 2, ça revient ici à 5, 2, 4, 2 et 3, 2. Nous exécutons tout ceci. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'effectivement, à 6, 2, nous avons notre nombre entier. Quand on va déjà à 5, 2, nous avons également le nombre juste coupé ici. Pourquoi? Parce que nous avons dit 5 caractères. Et là, nous avons un caractère ici, 2 caractères, 3, 4 et 5 caractères. Il ne peut s'arrêter qu'à 5 caractères ici. Donc, après 5 caractères, ça coupe, ce qui fait que nous perdons le dernier caractère. Maintenant, cette fois, nous disons 4 caractères. Donc, il va commencer à compter là et il va couper après le dernier caractère. Ça fait que nous allons nous arrêter ici à 4. Ça veut dire que là, nous avons 1, 2, 3, 4 caractères. Donc, il va couper ça et tout ce qui est après la virgule doit disparaître. Ça fait que nous avons tout simplement 123 qui reste ici. Même chose ici. Au troisième chiffre, nous allons avoir ici 1, 2, 3. Il va s'arrêter là. Et quand nous arrivons à 2, nous constatons qu'effectivement, nous perdons même la partie entière, ce qui fait que tout simplement, ça nous obtient une erreur. Nous obtenons une erreur ici, tout simplement pour ce cas. La prochaine fonction SQL que nous allons voir, c'est la fonction trim. La fonction trim qui reçoit ici une chaîne de caractères, tout simplement, et elle va, de son côté, supprimer tous les espaces que nous avons au début et à la fin de cette chaîne de caractères. Donc, si nous exécutons ça, nous pouvons voir ici que automatiquement, les espaces, que l'espace soit au début ou à la fin, que l'espace soit à la fin ou au début uniquement, ceci va nettoyer tous les espaces que nous avons. Ceci n'est pas trop visible ici parce que nous n'avons aucun caractère qui continue après, mais là, on peut voir que nous avons 2 espaces ici. Ici, on voit juste que les espaces ont disparu. Donc, pour bien voir cela, nous allons essayer d'insérer un caractère avant et après notre chaîne de traitement ici. Donc, si nous faisons ceci, nous pouvons voir ici que en faisant la concaténation, nous pouvons bien voir si l'espace avait été supprimé ou pas. Donc là, on voit que les 2 espaces, au début, nous avons 2 espaces ici, avant notre tiret. Ensuite, nous avons l'espace à gauche et à droite. Mais ici, nous constatons que l'espace à gauche et à droite a disparu. Nous avons ici un espace à droite uniquement. Nous constatons effectivement que l'espace à droite ici a été trimé. Et l'espace à gauche ici que nous avions aussi a été trimé entre les tirets. Nous pouvons bien évidemment confirmer que la méthode trim enlève tous les espaces, que ce soit au début ou à la fin, ou au début et à la fin. La méthode trim aussi peut avoir un paramètre que nous allons lui soumettre au début. Et si nous exécutons par exemple ceci comme ça, qu'est-ce que ceci fait? Cette méthode ici, trim avec un paramètre en entrée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va supprimer tous ces paramètres. Ça veut dire que tous ces caractères, si nous avons un caractère comme le point ou la virgule ou le point d'exclamation, que ce soit au début ou à la fin, ces paramètres vont être trimés tout simplement du résultat. Donc, si on fait ça, nous constatons bien évidemment que ici, le paramètre point a effectivement été supprimé de notre chaîne de caractères. Donc, nous pouvons également ici dire que nous voulons supprimer une chaîne de caractères également au début et à la fin.
Dans ce cas, nous mettons la chaîne de caractères ici. Nous allons dire supprimer from. Nous mettons notre chaîne de caractères ici. Donc, si nous exécutons cette méthode maintenant, nous constatons bien évidemment que le 237 que nous avions au début et le 237 que nous avions à la fin, effectivement, ont disparu de la chaîne de caractères. Nous pouvons utiliser la fonction trim tout simplement sans aucun paramètre. Dans ce cas, nous allons enlever les espaces au début et à la fin. Ou alors, nous pouvons utiliser la fonction trim avec un paramètre que nous allons soumettre qui va être supprimé du début et à la fin également de notre chaîne de caractères. La fonction trim a aussi des variations qui sont ltrim ou ltrim. Le ltrim ici, lui, va supprimer les espaces que nous avons au début. Comme nous pouvons voir ici, l'espace a disparu. Donc, en utilisant également la fonction concat pour bien valider cela, nous pouvons exécuter ça. Nous voyons que ici, dans le premier cas, nous avons l'espace. Dans les deux, nous pouvons voir que nous avons l'espace ici au début, dans airbot. Maintenant, si nous avons l'espace ici, dans les deux cas, nous constatons que le ltrim ici, lui, il supprime l'espace uniquement dans le côté gauche. Pourtant, à droite, ici, l'espace est resté. Donc, si nous mettons également ici l'espace uniquement à droite, nous voyons que l'espace est resté à droite. Et le ltrim ici, si l'espace est uniquement à gauche, nous voyons que l'espace est supprimé du côté gauche. Donc, le ltrim supprime l'espace uniquement à gauche de la chaîne de caractères. Donc, nous avons également une variation ltrim ici que nous pouvons mettre avec un paramètre, mais dans ce cas, vous devrez vous rassurer que votre SQL Server est au moins égal à la version 2022. Donc, si j'exécute ceci, je vois ici que nous avons ltrim function require argument. Donc, cette fonction n'existe pas pour cette version de SQL Server. Si nous changeons la version de SQL en nous connectant à une autre base de données SQL, nous réexécutons cette même requête ici. Nous constatons que cette fois-ci, effectivement, ltrim a enlevé le 237 que nous avions au départ. Donc, dépendamment de votre version de SQL, cette requête peut fonctionner ou pas. Mais toutes les versions de SQL à partir de 2022, cette requête-ci fonctionne également dans ces requêtes-là. Donc, nous allons rentrer. Maintenant, nous allons voir la fonction rtrim. La fonction rtrim également, c'est une fonction qui reçoit une chaîne de caractères comme expression et aussi peut avoir optionnellement des caractères que nous pouvons supprimer au début et à la fin. Donc ici, rstream, si nous exécutons ça, nous voyons que rstream ici n'enlève pas l'espace que nous avions à gauche cette fois-ci. Donc, nous pouvons réexécuter toute cette chaîne de caractères ici. Là, nous pouvons voir que l'espace que nous avons ici, à droite et à gauche, maintenant, la deuxième ligne ici est censée supprimer l'espace que nous avons uniquement à droite, mais l'espace de gauche doit rester. Donc, si on regarde effectivement ici, nous voyons que space right, space boat ici, voilà, space boat ici, nous avons l'espace à gauche et à droite, mais la fonction a supprimé uniquement l'espace que nous avions ici à droite. Dans le space right ici, nous avons l'espace à droite uniquement. Nous voyons qu'effectivement, la fonction a pu supprimer l'espace que nous avions ici à droite. Et en fait, l'espace à gauche, donc si nous avons un espace à gauche, nous verrons effectivement que le rtrim n'est pas capable de supprimer l'espace qui se trouve à gauche parce que cette fonction ne supprime que les espaces que nous avons à droite de la chaîne de caractères. Nous allons maintenant voir les fonctions left et right. Les fonctions left et right ici, en fait, permettent de spécifier combien de caractères nous voulons prendre dans la chaîne de caractères. Donc, si nous exécutons ceci, comme ça, nous voyons que la fonction ici, texte, nous voyons que ici, la colonne texte, ici, nous retourne tout le texte en entier que voici. Alors que la fonction left ici prendra les 6 premiers caractères que nous avons dans cette chaîne ici, qui est 6 ici. Donc, nous allons compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les 6 premiers caractères que nous avons ici vont être pris dans le left ici. C'est ça que nous avons chaps ici. Tandis que le right 4, lui, qu'est-ce qu'il va faire? La fonction right 4 va prendre les 4 caractères en commençant du côté droit. Ça veut dire que nous avons ici 1, 2, 3, 4. Ça fait tech. Donc, en fait, ces deux méthodes peuvent nous permettre de séparer ces deux chaînes de caractères tout simplement. Et nous avons la fonction left qui prendra les 6 premiers caractères, tandis que la fonction right prendra ici les 4 derniers caractères. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Dans certains cas, nous avons besoin d'obtenir uniquement les premiers caractères d'une chaîne pour, par exemple,
générer des codes uniques. Si nous prenons le cas que nous voulons générer des codes uniques pour nos utilisateurs ici, nous allons remettre dans la grille. Nous voulons générer par exemple des codes uniques pour des utilisateurs. Il sera plus facile pour nous d'utiliser la méthode left tout simplement en disant si nous voulons générer un code avec les 3 premiers caractères du nom de famille des utilisateurs, nous allons ici utiliser left last name. Et là, nous sommes sûrs que nous obtiendrons les 3 premiers caractères du nom d'un utilisateur. Cette fonction peut être beaucoup utilisée dans des écoles, des universités, des instituts où nous voulons générer, par exemple, des emails basés sur le nom de famille ou alors les codes utilisateurs basés sur le nom des utilisateurs ou bien des étudiants. Donc, dans ce cas, nous pouvons générer ici ces codes ici qui vont être basés sur le prénom, ensuite, et les 3 premiers caractères du nom de famille. Donc, la prochaine fonction que nous allons voir, ce sont des fonctions d'indexation. Nous allons voir la fonction char index, qui est une fonction qui reçoit ici une expression que nous voulons chercher. Donc, nous allons voir la fonction char index, qui est une fonction qui va chercher des expressions dans une chaîne de caractères. Donc, nous disons ici, si nous voulons chercher chaps, par exemple, dans le texte chaps text, ceci va nous retourner la première position de cette chaîne de caractères dans l'expression que nous voulons trouver. Donc, ici, si nous exécutons ça, comme ça, nous constatons qu'effectivement, char index va chercher l'expression chaps dans l'expression chaps text. Donc, ici, nous voyons que nous disons la position, le résultat, c'est 1 ici. Ça veut dire que l'expression chaps se trouve à l'index 1 dans la chaîne de caractères chaps text, tandis que l'expression text ici commence. Tandis que l'expression text ici commence à la position 8. Si nous voyons ici, donc si nous comptons ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le premier text ici, en fait, commence à la position 8 dans cette chaîne de caractères. Cette fonction ici également peut être case sensitive. Ça veut dire que si nous décidons que si notre base de données est case sensitive, par exemple, en mettant par exemple la majuscule ou la minuscule, nous pouvons trouver ou ne pas trouver des textes. Dans ce cas-ci, si nous considérons que notre colonne est case sensitive ici, nous voyons que en écrivant chaps text ici en minuscule, la fonction char index ne va pas trouver le texte chaps dans cette condition-ci. Donc, il est vraiment important de faire attention et de savoir que quand nous travaillons avec les chaînes de caractères, la collation utilisée est extrêmement importante. Donc, si votre base de données est case sensitive, rassurez-vous toujours que vous utilisez la bonne case quand vous faites vos recherches dans la base de données. Donc, en cherchant le caractère point dans cette chaîne, elle n'existe pas. Donc, quand la chaîne de caractères n'est pas trouvée, la fonction va nous retourner 0 tout simplement. Donc, 0 veut dire que nous n'avons pas pu trouver la chaîne de caractères que nous cherchons dans l'expression recherchée. Nous allons ensuite voir la fonction pathIndex. La fonction pathIndex reçoit 2 arguments. L'argument pattern qui est ce que nous allons chercher et l'expression dans laquelle nous allons faire la recherche. Cette fonction nous retourne la première position retrouvée pour la première occurrence de notre expression. Ça veut dire que si nous voulons chercher l'expression text ici dans chapText, nous allons exécuter cette méthode comme ceci. Nous allons voir que pathIndex va nous dire que la position de text dans l'expression chapText ici est à la position 8 également. Donc, pathIndex fonctionne un peu comme char-index dans ce cas-ci. Donc, si nous faisons la recherche comme ça, nous voyons que effectivement la position de text ici, c'est au 8e caractère. Donc, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le 8e caractère ici, nous avons l'expression text ici qui existe. Maintenant, pathIndex ici peut aussi utiliser, contrairement à char-index, les expressions régulières. Une expression régulière permet de chercher un type de caractère dans une expression. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que cette expression régulière veut dire? Ça veut dire que ça, c'est une condition inversée. Ça veut dire que retrouve-nous quelque chose qui n'est pas un digit, qui n'est pas un caractère en majuscule et qui n'est pas non plus un caractère en minuscule. Donc, dans ce cas,
Le T ici représente une expression de A à Z en majuscule. Tous les caractères minuscules ici jusque-là nous représentent des expressions minuscules. Ça veut dire que cette expression-ci de A à Z, tandis que le point d'exclamation ici ne représente rien dans cette condition-ci. Ce qui fait que cette méthode va nous retourner la première expression qui ne répond pas à cette condition-ci. Et cette première expression ou caractère ici, c'est le point d'exclamation. Donc, il nous dit que la position non alpha ici, c'est à la position 12. Donc, si nous comptons ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, le 12e caractère ici, dans ce cas, ne répond pas à la condition que nous avons ici. Donc, la fonction pathIndex, vraiment, c'est une fonction qui peut être très utile pour faire les recherches avec les expressions régulières. La prochaine fonction que nous allons voir maintenant, c'est la fonction space. La fonction space ici retourne une chaîne de caractères à répétition. Ça veut dire que si nous disons que nous appelons la méthode space, celle-ci avec un nombre d'espaces que nous voulons ici. Donc la fonction space va retourner un ensemble d'espaces dépendamment du nombre que nous allons mettre en paramètre ici. Si nous exécutons ici cette requête, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir ici que la méthode rtrim ici va enlever les espaces que nous avons à droite du terme last name. Nous allons ensuite ajouter en concaténation ici une virgule. Nous allons ici lui dire que nous voulons mettre deux espaces et ensuite le prénom. Voilà, comme le full name ici. Donc, nous avons ici la concaténation du nom de famille et du prénom en ajoutant deux espaces ici. Même chose ici, mais en ajoutant 20 espaces. Donc, si on regarde bien ici, nous pouvons voir que l'expression full name ici possède deux espaces entre chap et tech, tandis que ici, nous avons à peu près 20 espaces, comme nous pouvons voir ici, entre le nom de famille et le prénom. Voilà, c'est ça pour les espaces. Nous allons maintenant voir la fonction replicate. La fonction replicate ici, c'est une fonction qui permet de dupliquer une expression ou une chaîne de caractères dans une expression. Donc, la fonction replicate nous permet de multiplier, comme nous voyons ici, une expression en chaîne de caractères autant de fois que nous voulons. Integer express ici, c'est le nombre de fois que nous voulons répéter la même expression dans la chaîne de caractères. Donc, si nous exécutons cette méthode ici en utilisant ici le réplicata de 0 et 3, ceci veut dire que nous voulons répliquer l'expression 0 3 fois à chaque fois que nous appelons cette méthode. Donc, si nous exécutons cette méthode individuellement, nous allons avoir ici, donc si on exécute ça, nous voyons que là, nous avons 0 3 fois. Donc, quel qu'en soit ce que nous allons mettre ici, nous exécutons, l'expression va être multipliée autant de fois que nous voulons. Donc, si nous mettons un espace ici pour bien voir, là, nous pouvons voir que nous avons 3 blocs d'expression ici qui s'allient. Donc, en exécutant cette requête, nous allons pouvoir ici générer un code spécifique pour chaque utilisateur ici en ajoutant 3 fois le code 0 devant le ID de l'utilisateur comme un user case. Donc, ici, nous allons avoir que nous voyons que le user ID, si nous ajoutons ici comme expression ici le user ID, comme ceci. Ceci doit être plus clair. Nous voyons que le user ID c'est 1. Nous avons ajouté 3 fois 0 devant le 1. Et ainsi de suite. Nous avons ajouté 3 fois 0 pour tous les codes utilisateurs que nous avons. Ceci peut être utilisé dans des applications où nous voulons forcément avoir un padding ou alors un certain nombre de caractères spécifiques pour un code bien spécifique. Voilà. Ensuite, nous allons voir la fonction substring. La fonction substring, c'est une fonction en fait qui nous permet de extraire une partie d'une expression. Donc, cette fonction reçoit 3 arguments. L'expression qui est l'expression dans laquelle nous allons travailler. Nous avons le start qui est la position de début. Ça veut dire à partir de quel caractère est-ce que nous voulons prendre. Et le length ici qui est la longueur totale des caractères que nous voulons prendre. Ça veut dire que si nous exécutons par exemple cette méthode maintenant, nous exécutons cette requête, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le first name ici, c'est chap. Si nous appelons la méthode substring 2 à 6 pour tous les first names, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que pour tous les first names, nous allons prendre à partir du deuxième caractère
et nous allons prendre 6 caractères. Ça veut dire que pour CHAPS, par exemple, le deuxième caractère ici, c'est C. Donc, nous prenons à partir de C et nous allons prendre 6 caractères. Ce qui fait que nous avons ici, CHAPS, on a enlevé le premier caractère tout simplement et nous avons 6 caractères. Ainsi, pour tous les noms que nous avons ici, nous allons tout simplement enlever le premier caractère et prendre les 6 prochains caractères que nous avons dans la chaîne. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant voir la fonction reverse. La fonction reverse ici permet d'inverser complètement toute la chaîne de caractères que nous avons. Donc, si nous exécutons ça, le premier caractère devient le dernier et le dernier caractère devient le premier. Ça veut dire que l'expression CHAPS qui se lit dans ce sens va maintenant se lire plutôt de la droite vers la gauche. Donc, si on regarde ici, c'est bien évidemment ce que nous avons. Nous avons inversé toute la chaîne de caractères en commençant maintenant cette fois par le dernier caractère jusqu'au premier caractère. Donc là, nous avons ceci. Donc si nous exécutons effectivement sur notre base de données, sur une base de données, nous faisons la même chose. Nous choisissons ici notre colonne first name. Nous avons la colonne first name inversée ici, qui est reverse, et nous allons avoir tous les noms ici qui vont cette fois être inversés. Donc, voilà comment nous pouvons utiliser la méthode reverse pour inverser les caractères dans une chaîne de caractères. La prochaine fonction que nous allons voir maintenant, c'est la fonction replace. Cette fonction permet en fait de remplacer toute l'occurrence que nous allons avoir par une nouvelle expression. Cette fonction prend 3 arguments. Ça, c'est la chaîne de caractères que nous voulons utiliser. Et maintenant, ici, nous allons avoir le pattern. Le pattern, en fait, c'est l'expression que nous voulons trouver et remplacer par l'expression qui s'appelle le string de remplacement. Donc, dans ce cas-ci, si nous exécutons cette requête, nous allons voir que dans l'expression CHAPS tech, nous voulons trouver l'expression tech que nous allons remplacer avec l'expression technologie. Nous voyons donc que l'expression tech ici a été remplacée par l'expression technologie et le résultat que nous avons ici, c'est CHAPS tech. Donc, si nous mettons ici que as result, ça, nous avons ici le résultat qui est CHAPS technology. Donc, voilà l'expression tech qui a été remplacé par technology dans l'expression. Nous avons aussi une fonction replace, nous avons aussi une fonction translate qui fonctionne un peu comme la fonction replace du fait qu'elle aussi, nous avons un input string comme paramètre. Nous avons les caractères et nous avons la traduction. Mais la particularité de translate, c'est qu'elle remplace une expression que ces paramètres soient successifs ou pas. Ça veut dire que quoi? Dans une expression comme celle-ci, la translate, elle est assez puissante parce que elle ici, elle peut remplacer des paramètres à des positions différentes, alors que le replace ici va chercher l'expression complète pour la remplacer entièrement. Donc, si on fait le replace ici, nous verrons que ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire que si on sélectionne ça ici, comme ceci, nous allons dire replace plutôt, comme ceci. Si nous exécutons ça, nous voyons que nous n'avons pas de changement à la sortie. Nous avons la même expression que nous avons à la sortie. Ça veut dire que l'expression d'entrée est le même que nous avons en sortie. Alors que translate ici, translate est assez puissante parce qu'elle regarde caractère par caractère. Ça veut dire que quoi? Translate ici va venir regarder dans cette expression. Toute l'expression s'y met dans l'ordre spécifié et ça va les remplacer ici. Ça veut dire que le nombre de caractères que nous avons dans l'expression à rechercher doit être égal au nombre de caractères que nous avons dans l'expression à remplacer. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Translate va ici chercher le premier caractère qui est le crochet ouvert ici et ça va le remplacer par la parenthèse ouverte. Donc, ça va prendre ceci, ça va remplacer par la paramètre ouverte, ça va chercher la deuxième expression qui est le crochet fermé, ça va trouver cette expression-ci, ça va remplacer par la parenthèse fermée, ça va chercher maintenant ici le crochet qui est le suivant. Dès que ça trouve le crochet ici, ça va le remplacer par également le paramètre ouvert et ça va trouver l'accolade fermée et ça va remplacer l'accolade fermée par la parenthèse fermée. Donc, ça va remplacer caractère par caractère. Donc, ça trouve le premier caractère, ça le remplace avec le premier caractère. Ça cherche le deuxième caractère, ça remplace par le deuxième caractère ici. Ça cherche le troisième caractère, ça remplace par le troisième caractère ici. Ça cherche le quatrième caractère et ça remplace par le quatrième caractère. Donc, nous pouvons voir ici que translate a converti l'expression en remplaçant tous les crochets
et les accolades par tout simplement des parenthèses ouvertes et fermées. Voilà. Donc, nous pouvons ici voir que le translate peut aussi être utilisé dans la géolocalisation. Quand nous avons des adresses, par exemple, nous pouvons lui dire, bon, si tu trouves une expression qui commence par un crochet, qui possède une virgule, par exemple, et qui se termine par une virgule, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplacer cette expression-là par une parenthèse comme un point. Donc là, nous avons 137.4,72.3. Ceci va être remplacé par une expression aussi élégante comme 137.4 espace 72.3. Ça, c'est quelque chose que Replace ne peut pas faire parce que Replace va chercher l'expression identiquement de cette façon-ci pour la remplacer et elle ne pourra pas. Donc, la fonction translate est très puissante du fait qu'elle cherche caractère par caractère et qu'elle va les remplacer dans l'ordre si l'expression est respectée. Donc, nous allons ici voir encore une des propriétés spéciales, comme nous avons dit, une autre fonction, une autre façon d'utiliser translate ici. Nous allons remplacer cette fois tech par bench. On voit que dans ce cas-ci, translate fonctionne exactement comme replace. Donc là, ça a été remplacé ici. Et nous voyons que nous ne pouvons pas utiliser cette fois, si on fait comme ça, euh, si on exécute ça, on voit que quoi? On voit que effectivement nous ne pouvons pas utiliser translate comme nous avons fait dans l'autre cas avec replace en utilisant technologie parce que la fonction translate ici nous oblige à avoir le même nombre de caractères dans la fonction, dans le pattern que nous allons chercher et dans l'expression que nous allons utiliser pour remplacer. Donc cette fois, cette méthode-ci, cette fonction-ci n'est pas applicable dans le cas de translate. La prochaine fonction que nous allons voir, c'est la fonction stuff, qui est une fonction très spéciale parce que, donc, stuff nous permet en fait d'insérer un caractère ou une chaîne de caractères dans une position spécifique, dans une chaîne de caractères déjà existante. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ici, si nous utilisons stuff de cette façon-ci, qu'est-ce qui va se passer? Stuff ici va venir dans cette expression, ça va aller chercher l'index numéro 8. Ça va venir ici. Nous allons dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va commencer à la huitième position ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la longueur. On va dire que la longueur, c'est de 0 caractère et nous allons insérer ce paramètre à la position 8. Ça veut dire qu'ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, à la huitième position, qui est celle-ci avant le T, nous allons insérer 8. Donc à la huitième position, nous allons insérer ce caractère. Et ici, nous avons la longueur que nous avons dit c'est 0. Ça veut dire ne supprime aucun caractère à la position que nous avons commencé où nous avons inséré ce paramètre. Donc ce qui fait que là, nous avons espace qui est ici. Nous ne supprimons aucun paramètre. Nous allons donc insérer ici le caractère et tout simplement, et l'expression va continuer avec tech ici. Mais si nous voulons plutôt, à partir d'ici, supprimer tout ce qui est là, ou supprimer deux caractères à la place, nous pouvons mettre ici, par exemple, 2. Si on met 1 ici, en réexécutant ceci, nous constatons qu'effectivement, nous avons bien sûr inséré le caractère et là, et nous avons aussi supprimé un caractère. Ça veut dire que nous avons dit que la longueur ici, c'était d'un caractère. Donc, nous avons aussi enlevé un caractère à la place. Alors qu'en mettant 0 ici, nous voyons que les deux résultats sont parfaitement différents. Parce que celui-ci, à 0, nous n'enlevons aucun caractère, nous insérons juste un caractère. Alors que là, nous allons occuper un autre caractère supplémentaire, ce qui fait que le T va être supprimé tout simplement. Donc, stuff, c'est quelque chose qui peut être assez puissant, dépendamment de l'expression que nous voulons insérer et des applications que nous utilisons. La prochaine fonction que nous allons voir ici, c'est la fonction length. La fonction length, elle, tout simplement, nous permet de connaître la longueur d'une expression. Ça veut dire le nombre de caractères inclus dans une expression bien spécifique. Donc là, si nous exécutons ça, nous avons le first name ici et nous voulons savoir la longueur totale de chaque first name que nous avons dans la base de données. Donc là, nous voyons que Chaps ici a 6 caractères, Justin a 6 caractères, Audrey a 6 caractères, Paul a 4 caractères, et ainsi de suite. Donc la fonction length tout simplement nous permet de connaître la longueur totale d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères dont contient une chaîne de caractères.
Nous avons maintenant aussi des fonctions spéciales. Une fonction spéciale comme sounddeck, c'est une fonction en fait qui essaie de convertir une chaîne de caractères en un son. Comme son nom ici le dit, sounddex. Donc ça essaie de voir le son dans une expression pour lui générer un code. Donc en anglais, nous avons parfois des expressions qui s'écrivent différemment mais qui s'appellent de la même façon. Et c'est ça qu'on peut valider avec ce soundex. Et ceci peut être très important dans les recherches où nous voulons savoir les expressions qui sont similaires comme pas vraiment des synonymes, mais des noms qui se lisent de la même façon, même si ce n'est pas la même signification. Donc, dans ce cas, soundex nous permet de détecter si vraiment les expressions sont assez similaires. Donc, on voit ici que Smith, avec I et Smith, avec Y et E à la fin, se prononce exactement de la même façon en anglais. On voit ici que là, donc, dépendamment de l'expression, le son est presque identique. On voit que c'est S530, S630. Donc, la tonalité de ces deux expressions-ci, bien que ces deux expressions s'écrivent différemment, elles sonnent pratiquement de la même façon. Alors que si on fait chaps et chaps, on voit que le T ici et le chaps ici, ça c'est chaps, ça c'est chaps. On voit que ici c'est un T212, ici c'est un C120. Donc on voit que les expressions sont vraiment différentes dans la prononciation. Nous avons aussi la fonction différence. Cette fois, la fonction différence ici est généralement utilisée pour trouver la différence de son entre deux expressions. Ça veut dire que c'est un peu comme si nous faisons la différence entre deux expressions ici avec la méthode soundex. Donc, elle va faire la différence. Cette fois, nous avons soundex de Smith et Smither ici et on peut faire la différence comme ça. Donc là, on voit que smiter et smiter sont deux expressions qui sont similaires, bien évidemment, mais elles ont quand même une différence. Ça veut dire que si on fait la différence des deux expressions, on voit quand même qu'il y a un cadre qui est en fait la valeur la plus petite possible qui indique la différence entre deux sons. Donc là, on peut voir effectivement que bien que ces deux sons aient la même valeur de soundex, en fait, qui est de S536, S536, elles sont quand même différentes en fait. Donc, elles sont quand même différentes, même si elles se prononcent de la même façon. Elles ne sont pas vraiment identiques. Tandis que ici, si nous ajoutons par exemple une autre expression comme ceci, mais cette fois nous écrivons exactement la même chose, nous voyons que quoi? Nous voyons que bien que les deux expressions soient identiques, la valeur, comme on a déjà dit ici, la valeur la plus petite possible qui différencie deux sons est de 4. Donc, c'est une valeur par défaut. Ça fait que même si ces deux expressions sont identiques, il y a quand même, on considère qu'il y a une petite différence. Du moment déjà que ces deux expressions différentes, la valeur va retourner 4. Donc, si on retourne 4, ça veut dire que soit les valeurs sont parfaitement identiques, soit elles se prononcent identiquement de la même façon et elles ont le même soundex. Donc, quand deux expressions ont le même soundex, la différence va retourner la valeur 4. Nous pouvons ici voir une autre combinaison en utilisant broader et another. On voit ici que broader ici, another, c'est lit another et broader. On voit bien que la différence se prononce uniquement sur les deux premiers caractères ici. On voit que nous avons A536, B636. Mais là, la différence ici, c'est 2. Donc, la différence la plus grande significative entre deux expressions ici, c'est 2 en fait. Ça veut dire que si nous obtenons la valeur 2, ça veut dire que les deux expressions sont assez différentes dans la prononciation. Nous allons maintenant voir la fonction format qui est la fonction la plus utilisée dans le traitement des dates. Donc, cette fonction, généralement, nous permet d'écrire les dates dans un format bien spécifique. Donc, dans ce cas, nous allons fonctionner avec les dates de naissance des utilisateurs. Nous voyons que la fonction format peut prendre ici une valeur qui est la date que nous allons soumettre, le format que nous voulons utiliser et la culture, qui n'est pas aussi obligatoire. Donc, si nous ne mettons pas la culture, ça utilise la culture par défaut de l'instance de SQL Server. Donc, ici, la fonction format ici, va nous retourner la date dans le format D ici avec le format anglais qui est le US English, qui est l'anglais américain, anglais britannique, l'allemand et le chinois. Nous pouvons voir donc la langue anglaise ici. En anglais US s'écrit 111, tandis qu'en anglais britannique s'écrit différemment, en germanien s'écrit différemment.
Nous avons ici les formats de culture que nous pouvons utiliser, c'est D minuscule, D majuscule, G, F, qui nous donnent des formats extrêmement différents. Si nous utilisons le format D ici, nous allons voir cette fois-ci que les noms vont s'écrire avec le mois en entier. Ici, le mois était minuscule, nous avons le mois qui était 0,1. Donc, si on essaie d'exécuter, disons, les deux à la fois, pour bien comparer, comme ceci, nous voyons que ici, l'expression avec des minuscules, nous avons les 0,1, 0,1, tandis que ici, nous avons 0,1 January. Ça écrit vraiment janvier. Et le format ici, on voit bien que le mois s'écrit en entier cette fois-ci, dans le cas de D. Donc ça va être la dernière fonction que nous allons étudier ici. Vous pouvez essayer de valider les expressions en utilisant, disons, d'autres fonctions comme ici F, par exemple. Si vous mettez F ici, ce cas-ci, nous allons voir que nous allons pouvoir afficher et l'heure sûrement. Ça veut dire que nous n'allons pas afficher la date, nous allons afficher aussi l'heure. Nous voyons que cette fois-ci, nous avons le jour, le mois, l'année et nous avons aussi l'heure qui est ajoutée. Donc, dépendamment de l'application et de ce que nous voulons en sortir, nous pouvons utiliser l'expression D minuscule si nous voulons juste la date sans expression complète. Si nous voulons écrire le mois en entier, nous mettons D majuscule. Si nous voulons écrire le jour, le mois et l'année, nous pouvons utiliser F ici qui va nous renvoyer toute la date en entier sans rien couper dans la date. Donc, voilà en fait une brève introduction de toutes les fonctions string qui existent en SQL. Donc, en récapitulatif, si nous revenons ici, nous avons vu les méthodes, nous avons vu les fonctions ASCII, les fonctions caractères qui étaient l'inverse de l'ASCII. Nous avons vu comment convertir les caractères en minuscules avec le lower, en majuscule avec le upper. Nous avons vu comment faire la concaténation des chaînes de caractères avec concat et concat WS. Nous avons vu également comment faire l'agrégation des strings en utilisant la méthode string arc, qui est l'agrégation des lignes ici. Nous avons vu également comment utiliser l'expression string str qui nous permet de convertir un nombre décimal en une chaîne de caractères en spécifiant la longueur que nous voulons. Nous avons vu les fonctions trim avec ses différentes combinaisons trim left et trim right qui permet de supprimer les expressions ou les espaces au début et à la fin des caractères. Nous avons également vu la fonction left et right, des fonctions qui nous permettent de couper une partie de l'expression, soit au début, soit à la fin, avec le nombre de caractères que nous voulons. Nous avons également vu le char index, qui nous permet de faire la recherche dans une expression. Le path index qui permettait aussi également de faire la recherche et en utilisant également des expressions régulières. Nous avons en fait vu la fonction replicate qui permet de répliquer ou bien de dupliquer, de multiplier un certain nombre de caractères autant de fois que nous voulons. Nous avons vu la fonction substring qui nous permet de couper ou bien d'extraire une chaîne de caractères en donnant la position de début et de fin, ou alors la position de début et la longueur totale que nous voulons. Nous avons vu aussi, nous avons étudié la fonction reverse qui était une fonction qui permettait d'inverser les chaînes de caractères dans une expression donnée. Nous avons vu la fonction replace qui permettait de remplacer dans une expression une chaîne de caractères par une autre chaîne d'expression. Nous avons vu la fonction translate qui était une fonction spéciale de replace, mais qui, elle, remplaçait caractère par caractère, dépendamment de l'expression qui a été donnée dans l'expression initiale. Nous avons vu comment différencier translate et replace, et nous avons vu que dans certains cas, la fonction replace pouvait remplacer translate, dans certains cas, translate pouvait remplacer replace. Nous avons vu également la fonction staff qui nous permettait d'insérer un caractère à une position spécifique dans une chaîne de caractères. Nous avons vu que la fonction length nous permettait de déterminer la longueur d'une chaîne de caractères dans une expression. Nous avons étudié les fonctions soundEx qui nous permettaient de déterminer le son d'une expression bien donnée en nous remettant un code spécifique correspondant au son de l'expression soumise. Nous avons vu que pour déterminer la différence de son, nous pouvons aussi utiliser la fonction différence qui permettait de différencier les sons. Nous avons ensuite
travailler avec la fonction format qui est la fonction la plus utilisée pour faire le formatage des dates et ou alors la conversion des dates en chaîne de caractères. Donc, ça va être tout pour ce module. Ça va être tout pour ce module. Nous espérons que vous avez appris vraiment toutes les bases nécessaires pour travailler avec les chaînes de caractères, les fonctions de string ou les fonctions chaînes de caractères dans le langage SQL, plus spécifiquement dans la dialecte de Transact SQL pour SQL Server. Merci d'avoir été avec nous et abonnez-vous si vous avez aimé nos contenus. Merci.